De février à mars 1939, quelques 60 000 Espagnols, hommes, femmes et enfants, sont passés par cette gare, la tour de Carol en Vecte, poussés à l'exil après avoir lutté pendant 3 ans contre le franquisme. Leur espoir, la liberté, l'égalité, la fraternité. Entre février 1939 et le 30 juin 1944, environ 30 000 personnes, d'au moins 70 nationalités représentant les 5 continents, ont foulé ces quais. La Troisième République française, puis l'État français fasciste de Pétain, sont responsables de leur internement administratif dans ce camp de concentration. La plupart étaient des hommes étrangers antifascistes, emprisonnés à cause de leurs opinions politiques, faits de résistance, ou parce qu'ils étaient juifs. Le 30 juin 1944, 403 détenus du camp du Vernet, pour la plupart résistants d'origine étrangère, furent convoyés vers Toulouse, d'où devait partir le tristement célèbre train fantôme qui les achemina dans des conditions inhumaines vers les camps de concentration nazis, où ils arrivèrent 2 mois plus tard. Ce fut le dernier convoi de la mort, au moment même où la France se libérait. En ce lieu, du 16 février 1939 au 15 janvier 1941, plus de 35 000 républicains espagnols, victimes du fascisme, de la guerre et de la répression, furent internés. Nombre d'entre eux s'enrôlèrent par la suite dans la résistance pour continuer leur combat pour la démocratie. D'autres victimes des totalitarismes en Europe connurent ici l'enfermement. Ce monument est élevé à la mémoire de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, et en souvenir des 224 personnes qui trouvèrent la mort dans ce camp, dans des conditions inhumaines. La gare de Boredon, située sur la commune de Montalzat, a un passé historique chargé. En effet, le 2 février 1939, le premier convoi de réfugiés débarquait et 16 000 suivirent. Cette gare a été bien choisie, loin de toute habitation, pour cacher la vilainie de ces actes. Les républicains espagnols devaient être ensuite conduits à pied au camp de Jude à Sept-Fonds, distant de 7 kilomètres. Février 1939. 500 000 Espagnols fuyant le franquisme quittent leur pays pour se réfugier en France. Des camps sont construits à la hâte sur les plages du Roussillon, puis dans tout le sud-ouest. Sept-Fonds fait partie des sites choisis. Ce sont plus de 15 000 réfugiés espagnols qui arrivent en train depuis la gare toute proche de Boredon. Mais le 5 mars, quand le premier train arrive, seules 4 baraques sont construites. Un camp provisoire à la lande, sans abri d'aucune sorte, attend les premiers arrivés. Le 9 mars, au rythme quotidien d'arrivée de 2500 hommes, 12 500 réfugiés sont sur le site. Or, à cette date, seuls 7 baraquements sont prêts et abritent à peine 2450 d'entre eux. Sur cette propriété de 50 hectares, 45 baraques rudimentaires et sans confort sont édifiées pour y recevoir plus de 15 000 réfugiés
qui y seront entassés. Parmi tous ces anonymes, militaires républicains ou civils, se trouvent des artistes, des musiciens, des peintres, des écrivains. Le maire, M. Solomiac, ayant eu vent de la présence de peintres au camp, réussit à prendre contact avec eux par l'intermédiaire des autorités et commande à 2 d'entre eux des peintures symbolisant cet anniversaire. C'est ainsi que, grâce à leur talent, Joseph Ponti Musté et Salvador Soria Zapater se retrouvent tous les jours à la mairie pour réaliser leurs œuvres. Afin de rendre leurs conditions un peu moins difficiles, M. Solomiac avait décidé de les héberger sur place. Deux autres peintres, Joseph Martí Halleux et Bonaventura Trepat Samara, ont peint la même année un immense chemin de croix qui se trouve toujours dans l'église Saint-Blaise de Sept-Fonds. Cette œuvre aux dimensions impressionnantes, 20 mètres de long sur 1 mètre de large, occupe les 2 côtés de la nef. Vous n'êtes pas tombé. Mort sous le soleil, le froid, la pluie, le gel, près des grandes trouées couvrent l'artillerie ou bien sur l'herbe qui est si frêle qu'au rythme de votre sang elle devient mélodie. Semis de jeunes corps, si fatalement arrachés au triste terroir qui les enfanta, à nouveau et si tôt et si naturellement graines pour les sillons que la terre vous creusa. Les vivants frères, jamais on ne les oublie. Chantez donc avec nous, avec nos foules fidèles, face au vent libre, à la mer, à la vie. Vous n'êtes pas la mort, vous êtes la jeunesse nouvelle. Raphaël Alberti. Les premiers transports arrivent en gare d'Oloron le 2 avril 1939. Acheminés en camion à Gurs, ces réfugiés sont assimilés à une armée internée selon les directives gouvernementales. Au total, 24 530 combattants passent à Gurs en 1939. 3 groupes d'Espagnols occupent 9 des 13 îlots. Les Basques, îlots A, B, C, D, les aviateurs, îlots K, L, M, et les autres, îlots E et F. À leur côté, les volontaires des brigades internationales sont rassemblés dans les îlots G, H, I et J. Pour la plupart militants communistes, ils sont originaires de 53 pays et forment le groupe le plus structuré et le plus discipliné du camp. Ils sont les principaux animateurs de la vie culturelle, intellectuelle et artistique du camp. Cet immense camp, le plus grand du sud de la France, capacité 18 500 personnes, a été construit en 42 jours en mars-avril 1939 sous la Troisième République. La décision de créer un camp de réfugiés en Béarn est mal accueillie. Les quotidiens départementaux se déchaînent vite contre ces rouges, dont la présence annoncée dans une vieille région d'économie rurale engendrerait l'insécurité. La vie quotidienne se caractérise par sa rudesse. Baraques de bois rongées par l'humidité, froid, exiguïté, promiscuité, tinette, maladie, faim, vermine, etc. Plus d'1 millier de tombes témoignent de ces souffrances. Notre nourriture était composée d'un genre de café noir, le matin à 7 heures, d'une soupe, et quelquefois d'un plat de légumes avec traces de viande, dernière qualité, à 11h30,
et de topinambour à 17h30. La ration de pain était de 250 grammes. La ration de sucre comprenait une cuillère à café. Une fois par semaine, on touchait un demi-litre de vin. La quantité et la qualité de cette nourriture étaient juste assez suffisantes pour maintenir dans l'homme un souffle de vie. La volonté de sauvegarder sa dignité pousse les internés vers de nombreuses activités qui les soutiennent dans leur lutte pour la survie. La religion et toutes les formes de culture prennent une importance considérable. Les Gursiens écrivent beaucoup, peignent, dessinent, jouent de la musique avec l'instrument qu'ils gardent précieusement avec eux, composent des chansons, montent des pièces de théâtre, rédigent des poèmes. Le camp est alors l'un des centres culturels les plus actifs de tout le Sud-Ouest. Les semaines qui suivent la libération du Béarn, 22 août 1944, se déroulent dans une grande confusion. Qui détient l'autorité à Gurs ? Les résistants, qui ont décidé d'en administrer une partie et d'y enfermer 300 prisonniers de guerre allemands capturés dans la vallée d'Aspe, le nouveau préfet, qui y fait interner 1585 collabos, suspectés de marché noir ou de zèle administratif. La confusion atteint son paroxysme lorsque 1475 républicains espagnols, anciens internés de 1939, anciens résistants, ils sont à leur tour enfermés à leur retour de combats menés dans l'Espagne franquiste. Le 31 décembre 1945, enfin, le camp est définitivement fermé. Ses ruines sont incendiées en 1950 par mesure de salubrité et une forêt est plantée sur toute sa superficie. Pendant 4 ans et demi, d'avril 1939 à octobre 1943, une mécanique impitoyable a pu fonctionner hors de tout sentiment humanitaire. Justifiée tantôt par des raisons de sécurité nationale, tantôt par des raisons d'exception, tantôt par la volonté de répression, tantôt par l'antisémitisme d'État, cette mécanique a contribué à broyer des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Est-on bien certain que cela ne se reproduira pas ?